Bonjour aux amateurs d'histoire qui se perdent sur YouTube à 1h du matin et qui veulent regarder ma vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un format complètement plagié, mais je vais pas dire de qui parce que ça se trouve je vais me prendre un procès, mais ça m'étonnerait quand même. Aujourd'hui on va parler de la Révolution française. La période qu'on va utiliser pour traiter de ce sujet, ça va être à partir des États généraux. Ok Google. Dans le système politique du Royaume de France, les États généraux du Royaume étaient une assemblée réunissant les trois ordres de la société, la noblesse, le clergé et le tiers-État. Ça faisait longtemps que les états généraux n'avaient pas été appelés en France, et donc dans les campagnes, on voit ça comme une immense chance de pouvoir améliorer ses conditions de vie. Que de mauvaises récoltes dans les années 80, qu'en penses-tu? Et cette sécheresse qui n'arrange rien du tout? Oh bah ça oui, je te le fais pas dire. C'est vraiment plus possible comme situation, c'est plus tenable. Trop de choses ne vont pas dans mon royaume. J'ai donc décidé de rassembler les États généraux. Nous sommes véritablement bien mieux de nous réunir sans le tiers-État, n'est-ce pas? Ah, évidemment, je ne vous le fais pas dire, cher confrère riche. Évidemment, le tiers-État ne va pas être d'accord et va même refuser d'aller siéger avec le clergé et la noblesse. Ils vont siéger seuls et au fur et à mesure du temps, ils vont être rejoints par des clercs ou par des nobles. Le roi, forcément, ne sera pas d'accord, mais l'Assemblée nationale sera créée. Aujourd'hui d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'art, on a le tableau du sacre du jeu de paume qui existe et qui est plutôt connu. Et si justement il a été peint, c'est parce que Louis XVI a fait fermer la salle dans laquelle se réunissait le tiers-État et donc les quelques révoltés qui allaient avec eux. Vu que leur salle a été fermée, ils ont donc décidé d'aller vers une nouvelle salle, la salle du jeu de paume justement. Et c'est à partir de là que la situation va commencer à se tendre, voire même à vriller un petit peu. Le 11, un ministre sera renvoyé. Le 12, Paris et le peuple seront au courant de ce licenciement abusif. Je suis le journaliste Camille Desmoulins et je crie actuellement à l'attaque contre le peuple de Paris. Avez-vous quelques infos supplémentaires à nous partager? Le 13, une milice se mettra en place pour défendre la capitale. Et on se retrouve donc alors le 14 juillet. On n'a plus de poudre pour les pistolets. Y en a à la Bastille. A la suite de ça, le roi va parvenir à calmer les tensions. Mais le problème, c'est que à Paris, dans la capitale, la grande ville, on le sait. Mais il n'y a pas internet et il n'y a pas le téléphone à l'époque. Et les nouvelles prennent du temps pour se propager. Le temps est nettement moins bien maîtrisé qu'à l'heure actuelle et donc les campagnes seront moins informées et un élan de terreur va se créer en campagne. Les paysans vont avoir peur d'un complot aristocratique et vont donc décider de s'attaquer aux châteaux du coin, aux châteaux locaux, aux châteaux régionaux, aux châteaux du coin. C'est ce que je viens de dire. Pourquoi tu réponds? Buvez de l'eau, c'est important. Alors, dans le but d'éviter que la situation devienne trop explosive, la France est une véritable poudrière à l'époque, l'Assemblée va mettre fin à l'Ancien Régime le 4 août 1789. Le 26 août de la même année verra le jour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette dernière garantit les libertés individuelles, l'accès possible à tous aux emplois publics et la sacralisation des biens privés. Le prochain événement marquant qui arrivera, ce sera en octobre avec la marche des femmes sur Versailles. Elles vont faire les 15 km à pied qui se trouvent entre Paris et Versailles pour aller voir le roi et réclamer encore plus de liberté. Durant cet événement, 2 gardes vont mourir et Louis XVI va devoir quitter Versailles. Et bien que l'on reste en monarchie, le pouvoir législatif, lui, va passer entre les mains de l'Assemblée constituante, qui avait été créée lors des États généraux. Durant l'année qui arrive, l'année 1790, on va avoir peu d'événements majeurs qui vont bousculer la vie française. C'est au cours de cette année-là que seront créés les premiers départements tels qu'on les connaît, et le roi va jouer un petit peu au Manuel Valls, c'est-à-dire qu'il va beaucoup retourner sa veste. Mais enfin, bien sûr que je prête serment à la nation et à la loi. Je pourrais même prêter serment à la République, puisque la République, c'est moi. On arrive par la suite en 1791, et là le roi va se retrouver dans la Barbassos. Pourquoi me direz-vous? Eh bien c'est très simple, parce qu'en fait il devait siéger à Vincennes, sauf qu'il va essayer de prendre la poudre d'escampette. Le 20 juin au soir et le 21 la journée, il va tenter de rejoindre le marquis de Bouillé, qui lui était resté fidèle pour faire une contre-révolution et réussir à reprendre le pouvoir.
Le problème néanmoins qui va se poser, c'est que les chevaux ne peuvent pas parcourir une trop grande distance. Il faut les changer au bout d'un moment, et il va donc avoir beaucoup de relais où il va être escorté. Mais il va enchaîner tellement de retard au cours de la route qu'il va arriver un moment où le relais, ils vont se dire, mais le roi il est pas là, bah, il faut qu'on parte, il faut qu'on aille faire autre chose. Et donc là, le roi il sera reconnu sur sa route, et arrivera le moment où il va se faire rattraper évidemment. Mais je le reconnais, lui. C'est le roi. Mais non, non, c'est pas moi, enfin, non, 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 non. On n'aura donc plus vraiment de confiance en sa personne. Et c'était tout ce qui lui restait, c'est-à-dire que là, ça va vraiment pas très bien pour lui. Mais en comparaison de ce qui va arriver, c'est pas grand-chose, puisqu'on assiste là aux genèses de la période qui va suivre, la période dite de la terreur. Encore une fois, pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on va avoir deux camps séparés, deux camps distincts, qui vont commencer à prendre de l'ampleur et à ne pas être d'accord les uns avec les autres. Ces divisions, elles vont se faire dans le même groupe, j'ai nommé les Jacobins, qui va commencer à se scinder. Une partie de ces gens-là, qui peuvent être considérés comme les républicains, vont vouloir faire croire que le roi s'est fait enlever, pour mettre fin le plus vite possible à la révolution, remettre Le roi au pouvoir, mais tout en continuant à faire en sorte qu'une république puisse arriver. Et d'un autre côté, on va avoir ceux comme Robespierre qui vont dire que le roi, il faut le mettre en accusation. Il a essayé de partir, c'est pas parce que c'est un homme politique qu'on ne peut pas l'accuser. Et je dirais rien sur Vic-Maillot. Dès le lendemain, on sera le 17 juillet, et le torchon va brûler entre les deux parties. Celui de Robespierre va manifester pour continuer à dire qu'il faut mettre le roi en accusation, qu'il faut qu'il y ait un procès, et ils vont se faire tirer dessus par justement les autres. À la base ils sont copains, mais là ils se font tirer dessus, donc c'est plus vraiment ça quoi. On va donc avoir une répression qui va arriver sur les plus révolutionnaires, les plus extrémistes des Jacobins, donc comme Robespierre, qui vont devoir fuir la France ou se cacher. Robespierre il va se cacher. Donc à partir de là, le club des Jacobins sera en majorité en faveur du roi et ils vont lui réitérer encore une fois leur confiance. Louis XVI, donc il est quand même pas trop bête, il va accepter la Constitution et à partir de là, on va rentrer dans une période de monarchie constitutionnelle. Depuis la fuite des partisans de Robespierre, en gros la situation elle semble être stabilisée en France et les plus révolutionnaires des Jacobins ont été autorisés à revenir sur le territoire. Le problème, c'est qu'on sait que ça ne se termine pas là, et parmi les membres du gouvernement, certains vont vouloir la guerre. Louis XVI, il sera parmi eux, parce que forcément, si jamais la guerre se présente, ça va être contre des autres États européens, et donc forcément à l'époque, les États, ils étaient clairement pour la monarchie, et ils avaient peur que une vague républicaine arrive en Europe, et donc que même leur propre peuple veuille une république, et donc la fin et leur mort, quoi. Louis XVI veut donc une défaite française contre l'Autriche, parce qu'il est pote avec les Autrichiens, parce que Marie-Antoinette est autrichienne, donc Louis XVI il serait véritablement avantagé par une guerre et une défaite française. Le roi veut la guerre, mais c'est pas le seul. Les Girondins veulent aussi la guerre, pour dire en gros qu'on veut affirmer que la révolution a fonctionné et montrer à l'Europe qu'on peut être en république. Mais face à eux vont s'opposer les montagnards. Les montagnards on les appelle comme ça parce qu'ils sont en haut de l'Assemblée. Donc la montagne, c'est une blague pas ouf, certes, mais il paraît que c'était bien pour le XVIIIe siècle. Parmi eux, on retrouve Robespierre, Danton ou Marat, qui sont, eux, contre la guerre. Le problème, c'est que là-dedans, on a encore Louis XVI, et il est malin comme un lynx. Il a encore des pouvoirs, donc il va s'en servir. Il va virer les ministres qui sont contre la guerre pour les remplacer par d'autres qui lui sont favorables, à lui et à la guerre. Et ainsi, le 20 août 1792, la guerre sera déclarée entre la France et l'Autriche. Ce qui se passe à partir de là, c'est que la France, évidemment, va enchaîner les défaites, comme en 2010 en Afrique du Sud. Et donc la Prusse va même rejoindre l'Autriche pour aller aider à envahir la France. Et même à l'intérieur de la France, on va avoir des problèmes avec le 10 juillet 1792, le palais des Tuileries qui va tomber en même temps que la monarchie qui va tomber définitivement cette fois. Je parlais de la genèse de la terreur tout à l'heure, et on va voir que c'est complètement le cas à partir de là, puisqu'aura lieu le massacre de septembre. En fait, ce massacre, ça va être dans les prisons de Paris, dans lesquelles on va exécuter environ la moitié des prisonniers qui ont été jugés défavorables à la Révolution et à la République. Mais le temps va passer un petit peu et le 20 septembre, on va avoir une victoire des révolutionnaires à Valmy, qui vont réussir à enchaîner avec d'autres victoires et encore d'autres victoires et encore d'autres victoires, pour finalement repousser les ennemis hors des frontières. À la suite de cette guerre,
forcément le roi il est plus voulu du tout, mais encore une fois le bougre il va réussir à s'en sortir. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Acceptez de m'héberger et de me cacher. Eh bien, monsieur, nous acceptons volontiers, mais sachez que l'Assemblée vous déclare démis de vos fonctions. Mais il ne va pas s'en sortir définitivement puisque sa véritable chute va arriver avec la découverte et l'affaire de l'armoire de fer. Il se trouve que dans le palais des Tuileries, il y avait une petite cachette dans sa chambre et dedans il y avait énormément de lettres de correspondance que le roi entretenait, par exemple avec Mirabeau. Mirabeau, il est allé au Panthéon, il était une véritable figure de la Révolution, mais quand on a vu qu'il parlait avec le roi, il a été le premier à sortir du Panthéon, le pauvre. À partir de là, le jugement de Louis XVI va pouvoir commencer. Il sera déclaré coupable à une énorme majorité, il y avait à peine quelques voix qui le déclaraient innocent. Puis on a eu un deuxième jugement, cette fois pour le condamner à mort. On le sait, il a été guillotiné, mais son jugement, il s'est fait avec à peine quelques voix d'écart, tout juste 53. C'est une mauvaise idée de me guillotiner, les autres trois vont pas être très contents. C'est à ce moment que je décide de couper la vidéo, mais évidemment la Révolution française ne s'arrête pas là. Va s'en suivre la période dite de la terreur, avec Robespierre, avec Napoléon qui arrivera plus tard, mais ça, c'est une autre histoire.